Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant l'heure qui suit pour une heure donc de débat autour d'un thème qui concerne l'économie nationale. Ce soir, nous allons vous parler de l'entreprise publique, comme c'est le cas pour les entreprises à capitaux privés. Les entreprises qui appartiennent à l'État sont très fragilisées, d'abord par la crise économique et financière, par la crise de la Covid, mais pas que. Nombre d'entre elles, parmi ces entreprises publiques, connaissent un déficit chronique. Nombre d'entre elles sont déstructurées et même dans certains cas dans l'incapacité de payer régulièrement les salaires des travailleurs et leurs fournisseurs. Bien qu'elles aient le caractère de société par action ou de SARL, l'unique propriétaire qui a droit de citer, c'est bien l'État et c'est vers lui qu'elles se retournent lorsqu'elles sont en difficulté. Et c'est vers lui donc, c'est à lui donc d'éponger très souvent pendant les décennies qui sont passées, d'éponger les dettes et renflouer la trésorerie de ces entreprises. Alors comment ces entreprises qui sont nécessaires au tissu économique, dont nombre d'entre elles aussi réussissent, sont productives et ont des plans de développement, peuvent-elles réussir à sortir de ce cercle vicieux? Comment l'État peut-il diminuer le poids qu'elles sont en train d'appuyer sur le trésor public? Et puis, quelles peuvent être les solutions concrètes et managériales à mettre en œuvre pour faire en sorte qu'elles soient à la fois productives et efficientes? Ce soir, nous invitons pour faire ce débat un consultant en management et les représentants de deux EPE. Ce sont des exemples. Ils vont évoquer les difficultés auxquelles ils font face, mais aussi les enjeux et les perspectives positives aussi dans lesquelles ils se projettent. J'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Kinan Djilali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président directeur général de la holding Elek El Jazair. Le plaisir également de recevoir M. Mohamed Saïd Kahoul. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en management. Et le plaisir également de recevoir M. Omar Zahar. Vous êtes le directeur général de Tonic Industries. Voilà donc pour le plateau. Et avant d'entamer le débat, je vous propose d'aller, de voir l'exemple d'une entreprise publique qui avait au départ tout pour réussir, un marché, un objectif d'intégration auquel elle arrive, en tout cas progressivement. Il s'agit de l'Énième. Actuellement, les voyants sont au rouge au niveau de l'Énième. Naïma Loualish, notre reporter, est allé les voir. Regardez son reportage. Implanté à Tizi Ouzou depuis sa création dans les années 70, le fleuron de l'industrie de l'électroménager, l'Auguste Énième, va mal. Si aujourd'hui ces machines tournent encore, au ralenti bien sûr, c'est parce qu'en février dernier, la BEA a donné son feu vert pour 1,1 milliard de dinars d'importation de matières premières, juste de quoi tenir quelques mois, cependant que d'autres matières premières sont actuellement en souffrance au niveau du port. Les temps sont difficiles, l'Énième n'échappe pas à cette difficulté. Avec la crise sanitaire, on a vraiment ressenti les retombées. Mais toutefois, on a su gérer cette période difficile. La preuve, c'est qu'on est toujours en activité. On n'a pas arrêté l'activité, sauf pour un mois. Sinon, on a repris déjà depuis la fin avril. Progressivement, on a commencé avec 30% d'effectifs. Quoique endetté à hauteur de 6,650 milliards de dinars, l'Énième a d'ores et déjà préparé son plan de relance en parfait accord avec la politique gouvernementale qui exige davantage d'intégration. Et d'ailleurs, l'entreprise a ouvert une vingtaine de points de vente au niveau national et compte mettre à niveau ses machines, produire des appareils qui consomment moins d'énergie et surtout aller vers l'intégration des frigos et autres produits puisque pour les cuisinières, c'est déjà fait. Dans le plan de redressement de l'Énième, il s'articule autour de trois choses, trois points essentiels. La première, c'est une stratégie commerciale, une nouvelle stratégie commerciale. Ensuite, un plan de développement. Et ensuite, on envisage aussi le partenariat et la diversification de l'activité. Maintenant, ce qu'on attend, nous, c'est le soutien de l'État, l'aide de l'État. On a besoin à ce que l'Énième soit aidé financièrement, soit assigné. Nous, on demande le rééchelonnement de notre dette vis-à-vis de la banque. Et pourquoi pas un fonds de roulement pour financer notre plan de développement qui est consistant et qui est ambitieux.
L'ENIEM, qui emploie près de 1700 fonctionnaires et qui peut produire jusqu'à 1200 frigos jour, nourrit de grands espoirs pour obtenir une aide vitale pour la survie de l'historique entreprise nationale. Voici donc l'exemple d'une entreprise publique qui a connu des difficultés. Monsieur Kinan, vous représentez la holding qui donc coiffe plusieurs entreprises, dont l'ENIEM. On a écouté Naïma Loualish donc énumérer les difficultés. Est-ce que c'est l'unique problème qui touche actuellement l'ENIEM, à savoir une marchandise bloquée dans le port, ou bien est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui immobilisent ou qui rendent l'entreprise inefficace aujourd'hui? Le cas de l'INEM n'est pas un cas isolé. Mais l'INEM représente un poids très important dans le portefeuille du groupe de la holding et la Désert. Mais ce que vient de dire M. Moiser, le PDG de l'INEM, est tout à fait juste. Et je vais compléter un peu avec quelques informations. Mais permettez-moi de vous dire quand même comment la situation se présente du point de vue financier pour nos entreprises. Nos entreprises, c'est des entreprises. Nous, d'abord, nous activons dans le domaine de l'électroménager, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'électrochimie et tous les services associés. Et nous avons évolué dans un environnement très, très hostile. Même dans un marché, je vous dis franchement, même des fois, la concurrence déloyale. Regardez nos concurrents, c'est tous des privés pratiquement. Et on n'a pas les mêmes façons et la même souplesse de fonctionnement. Il y a l'année 2019, ça a été une année très perturbée du point de vue social. On a eu il y a eu 3 mois d'arrêt pratiquement dans cette usine. On a même failli fermer l'usine, je ne vous le cache pas. Vous parlez de l'ENIEM? Il y a l'ENIEM en particulier et il y a aussi d'autres sociétés. Mais il y a eu quand même une prise de conscience et il y a eu une relance. Et on a quand même réalisé quelques prouesses pour ne pas sombrer dans le chaos. Je vous le dis honnêtement. Je vais discuter tout à l'heure de le cas de l'ENIEM qui est spécifique, parce qu'elle représente un point très important dans notre portefeuille. L'ENIEM et l'ENI, c'est 50% dans notre portefeuille. C'est quelque chose de vital. Donc il y a tous les problèmes sociaux qu'on a vécu pendant l'année 2019, et il y a aussi le Covid. Parce que les importations de ces entreprises-là proviennent de Chine. Or, le Covid a atteint la Chine au mois de novembre-décembre, donc le dernier trimestre 2019. Donc l'impact a été très très négatif. Ce n'est pas uniquement à partir de 2020. Donc déjà à partir de 2019, on commençait à sentir l'effet du Covid. Du Covid du point de vue exploitation. De la disponibilité de la matière exactement. Importée. Parce que la Chine a fermé ses espaces et on avait des problèmes d'acquisition d'équipements pour pouvoir fonctionner. Et tout ça a fait que nos entreprises ont été mais vraiment en difficulté. Le premier trimestre 2020, d'autres entreprises ont pu réaliser des prouesses. On a même envisagé un gain de 20% sur notre budget. C'était jouable. Malheureusement, c'était la période de remboursement de la dette et les banques n'ont pas été aussi à l'écoute de nos doléances. Concernant l'INEM Par rapport donc à une situation d'endettement des entreprises de la holding. C'est-à-dire que l'endettement en fait accompagne de manière continue les entreprises de la holding que vous représentez. Voilà. Je prends le cas de l'INEM. L'INEM, d'abord, c'est une usine des années 70. Ça veut dire qu'elle a 50 ans. Et donc l'outil, pour qu'aujourd'hui on puisse fabriquer selon les normes, il doit être renouvelé. Il faut investir de nouveau. Et le PDG l'a bien dit, l'a si bien décrit, et ça demande un investissement colossal de l'ordre de 12 à 13 milliards de dinars. C'est pas rien, il faut renouveler, parce que pour l'efficacité énergétique, avec ce matériel, nous ne pouvons pas le faire, je le dis honnêtement. Donc il va falloir investir. Il y a aussi la dette. La dette, un échelonnement est une nécessité. De toute façon, nous avons préparé un dossier bien consistant qui va être soumis aux autorités pour un peu prendre des décisions qui s'imposent. Alors justement, on va un peu dissocier les difficultés. Alors évidemment, il y a un contexte, on a vu un contexte social. Ça c'est d'une part. Il y a une dette qui est donc chronique. Il y a également des aspects liés au commerce extérieur. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord au niveau des mesures liées au commerce extérieur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les mesures
engagés par le gouvernement, qui sont nécessaires ou pas, ça c'est à vous d'en juger, sont en train de rendre la vie très difficile à des entreprises qui sont, voilà, comme le disait M. Kinan, tributaires d'importation. Quelles mesures? Les mesures liées au commerce extérieur, c'est-à-dire limitation des importations, les lignes, l'importation des collections, hein, en parlant de l'énième par exemple et de l'ENI, l'intrant de manière générale. Est-ce que le commerce extérieur, est-ce que les importations sont en train d'entraver l'activité des entreprises? Ah non, c'est certain, puisque c'est des entreprises qui ont été tout le temps dépendantes du commerce extérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrants qui sont utilisés pour l'assemblage de leurs produits. Effectivement, si l'État, recule, si vous voulez, sur l'ouverture de l'importation, automatiquement, ils sont affectés. Et il n'y a pas que sur ça. Hein. Il n'y a pas que qui sont affectés. Hein. Il y a aussi des privés qui sont affectés. Oui. Et donc, c'est normal que ça s'explique, ça explique, si vous voulez, ce recul d'activité. Bon, automatiquement, il y a un impact. Mais l'État, en même temps, si je vous permettez, l'État, avec le recul des recettes, hein, le recul des recettes, en même temps, vous voyez bien que monsieur parle de dette et de besoin de renouvellement. Et c'est l'État qui doit financer tout ça. Oui. Dans une période tendue de crise. Je ne parle même pas de la Covid. Hein, parce que les sur problèmes... le plan financier, en fait. Hein, sur le plan des finances, en fait. Oui, oui, mais les problèmes dont il cite, ils ne datent pas de la Covid ni de 2019. Hein. Si vous prenez l'activité de ces entreprises, excusez-moi, mais à travers vous, moi je parlais de l'entreprise publique. Hein. Mais si on regarde bien, tous ces problèmes ont toujours existé. Ils n'ont pas existé en 2000, ils n'ont pas existé dans les années 90. Ils étaient comme ça dans les années 70. C'est le modèle économique qu'on doit remettre en cause. Et on rappelle que le problème est devenu de plus en plus accru à mesure que la baisse des revenus d'hydrocarbures. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à tirer la sonnette d'alarme. C'est les mêmes scénarios. Si vous permettez, c'est les mêmes scénarios. En 86, quand il y a eu la crise du pétrole qui a chuté jusqu'à $8, on s'est retrouvé dans cette situation. Oui. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'était pas 44 millions, c'est tout. Oui, justement, on reviendra justement au scénario. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la même chose et dans quelle mesure est-ce que c'est différent? Monsieur Zahar, est-ce que pour ce qui est de Tonic Industries, alors on rappelle que vous êtes le directeur général, qu'il y a eu un renouvellement dans l'équipe managériale de Tonic Industries depuis le mois d'octobre 2019, c'est bien ça? C'est le mois d'août 2019. Le mois d'août 2019. Dans quelles conditions vous avez pris en main Tonic Industries? Bonjour. Nous avons pris Tonic le mois d'août 2019. L'entreprise ressemblait à tout sauf une entreprise. Elle est dans une situation purement catastrophique. Nous avons pris cette entreprise. Donc, il y a eu tout un changement d'équipe managériale, à commencer par le conseil d'administration. Aujourd'hui, nous avons des membres quand même dans le conseil à qui je rends hommage à l'occasion. Donc, ils sont là. C'est des poids lourds dans le management et dans le savoir. Je suis venu juste après l'installation du conseil d'administration. Et après, donc, nous avons eu le temps d'observer cette entreprise dans une courte période et nous avons immédiatement fait un plan de redressement qui est toujours en cours et qui commence à donner ses fruits. L'entreprise était dans un déficit qui durait déjà depuis plusieurs années, bien avant. Oui, le déficit, il dure depuis plusieurs années, mais le déficit enregistré en 2018, il était vraiment il était très très alarmant. Donc il y a eu un changement, donc juste après l'Assemblée générale d'entreprise, donc il y a eu un changement de toute l'équipe. Nous sommes venus, nous avons analysé cette entreprise, nous l'avons bien observée et nous avons mis en place un plan de redressement qui est toujours en cours et qui commence à donner fruit. C'est vrai, le chemin est encore là. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire et beaucoup de contraintes aujourd'hui que nous subissons et on gère un passif à ce jour, on gère un passif très lourd.
C'est une entreprise qui peut se relever facilement. Nous avons cette certitude. Qui a du potentiel. Elle a énormément de potentiel. Elle a énormément de potentiel. Et je profite, donc, nous avions l'honneur d'avoir la visite de Monsieur le ministre, donc qui partage je pense qu'il partage le même point de vue que nous. Donc c'est une entreprise qui peut se relancer, qui peut reprendre le dessus et faire de grandes choses. Voilà. Donc vous avez de l'espoir un peu pour le devenir de l'entreprise. Oui, bien sûr, c'est certain. Encore une fois, on va dire ce que va dire le ministre, puisque c'est la tutelle, c'est un peu le représentant de l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire de l'entreprise. C'est lui qui va dire oui, vous êtes bon ou non, vous n'êtes pas bon. Est-ce que c'est aussi le cas pour votre holding? Est-ce qu'il y a des entreprises au sein de la holding qui aujourd'hui sont moins viables, qui ont moins de chances peut-être d'être productives? Permettez-moi de revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure et je répète. Est-ce qu'il y a 6 entreprises quand les investissements ont été faits, c'était dans un cadre de l'intégration. Il ne faut pas oublier que l'INIEM intégrait les produits jusqu'à 70%. Et en avril 2000, le premier décret qui a instauré ce qu'on appelle le CKD-SKD a modifié la donne. D'où de nouveaux importateurs avec des facilités incroyables. Donc on était obligés, nous, d'abandonner cet outil et de faire du CKD-SKD comme elle, plutôt. Oui. Vous parlez de la défiscalisation de l'importation des productions. Bien sûr, sinon, ce n'est pas possible. Donc on faisait de l'intégration, cet outil que vous avez vu, qui date des années 70, faisait de l'intégration nationale. Si on continue à faire de l'intégration nationale, on paie 30 à 40% de frais de douane. Donc on n'était pas compétitif. Avec de nouveaux entrants, qui sont des privés que vous connaissez, donc la situation était déloyale. Nous ne pouvons pas continuer, donc on était obligés de faire comme eux, faire du CKD-SKD pendant 20 ans. Et ça a des conséquences. Maintenant, on revient, puisqu'on a arrêté, on a suspendu le CKD-SKD, on revient. Et on nous demande de faire de l'intégration des produits. On peut y arriver, mais il faut renouveler notre outil. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui l'entreprise soit elle aussi sujette à des restrictions au niveau de l'importation des collections qui sont nécessaires au montage? Est-ce que vous êtes à la même enseigne que les autres entreprises? Bien sûr, parce que le CKD-SKD, effectivement, c'est l'inverse, c'est l'antithèse de l'intégration. Il faut le dire honnêtement, moi je suis... Mais il nous faut donner un temps. Donc vous avez un petit peu reculé quelque part. Bien entendu. Mais on est en train de revenir, mais il faut un investissement nouveau. Parce que le matériel, les équipements qui sont fabriqués par l'INIEM, l'ENI et consorts, c'est des équipements de très grande qualité. Et n'oublions pas que ces usines, ces entreprises, elles étaient à caractère social dans les années 70. Donc il y a une pléthore de recrutement. L'INIEM, c'est 1700 agents. Avec la moitié, on peut faire la même chose. Oui. Il faut le dire honnêtement. Mais c'est social. On est obligé de tenir compte du volet social. Mais ces entreprises, il y a une chose qui est importante et il faut le dire, les équipements fabriqués par ces entreprises sont de très grande qualité. Et on va parler de l'ENI tout à l'heure. L'ENI aussi et on a pris des mesures, on ne s'est pas arrêté là. On est en train de restructurer, on veut créer même des pôles d'excellence, on va dire un mot là-dessus, c'est très important. Et, oui. Est-ce que justement, cette compétitivité, est-ce que c'est une fatalité que les entreprises publiques, à un moment donné, deviennent en difficulté face au secteur privé, C'est ce que dit un petit peu M. Kinan, il dit qu'ils se sont retrouvés dans une situation de compétitivité qui n'était pas légale, qui n'était pas loyale plutôt. Pas loyale, voilà. Non. Il a dit un mot que c'est des entreprises sociales. C'est l'essence même de leur existence qui est à remettre en cause. Parce que l'État, à mon avis, l'État est un mauvais gestionnaire. Pourquoi? Parce que son rôle, ce n'est pas de créer de la richesse. Son rôle n'est pas de créer de la richesse. Le rôle de l'État, pour moi, c'est de créer les mécanismes et les instruments qui permettent à des acteurs économiques de créer la richesse. Et lui, il se concentre sur son rôle régalien. Son rôle régalien, c'est de réguler le marché.
Voilà. Son rôle régalien, c'est de prendre en charge les populations ou les travailleurs, j'allais dire, qui peuvent être écartés pour des raisons de pléthore et tout. Voilà, donc il se concentre sur ses rôles régaliens. Mais là, qu'est-ce qu'il demande en réalité aux entreprises? Il y a vraiment quelque chose de irréaliste, hein, c'est irréaliste. Les entreprises, ils font un plan de financement, hein, pour redresser la barre, et l'État, ils saisissent l'État pour qu'il prenne en charge. Mais en même temps, l'État, il a 244 entités publiques. Et je vais me permettre de dire au moins les 99% sont dans la même situation, à des degrés différents de son entreprise. 99, oui. Hein? Vous êtes d'accord avec le pourcentage? 99% des entreprises publiques sont dans le même... Vous savez à combien qu'elle est à l'Algérie de déficit? Oui, c'est pas là. Bilan 2016. Donc valeur dollar 2016, à plus de 2 milliards de dollars. Non, c'est pas le cas partout. Oui. Non, mais c'est à l'échelle de l'entreprise. Oui, mais c'est pas le cas partout. Non, mais là, c'est-à-dire que les déficits ou les besoins de ressources, ils sont en rapport avec la taille de ces entreprises. Mais d'une manière générale, c'est un environnement que je connais au même titre que tout le monde. C'est un environnement où l'entreprise, d'une manière générale, allez dans le secteur du BTPH, vous allez les retrouver dans la même situation. Allez dans le secteur de l'hydraulique, vous allez les retrouver dans la même situation. Dans le secteur industriel, elles sont toutes dans la même situation. Dans les services aussi. Dans les services, elles sont toutes dans la même situation. Et donc, par conséquent, l'État ne peut pas apporter de double casquette. C'est irréaliste. Il faut que, à mon avis, il faut que l'État se retire de l'économie. L'État n'a jamais suggéré. Vous disiez que ces entreprises sont à caractère social. Elles ont pendant longtemps, c'est difficile de le dire, mais elles ont représenté l'une des facettes de la rente. Elles sont pour la plupart elles ont des masses salariales critiques. Et Tonic Industries on a été l'exemple. Elle est encore un petit peu. Oui, à un moment donné, la masse salariale bouffait carrément le chiffre d'affaires. Elle dépassait même le chiffre d'affaires. Oui. Elle dépassait de 3 fois la valeur ajoutée, la masse salariale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On commence à reprendre les choses. On est arrivé même à payer les salaires sans aucun emprunt et sans aucun un apport externe, que ce soit de la banque ou que ce soit de notre holding, à qui je rends hommage pour leur soutien pendant une période très critique. Il faut reprendre. Aujourd'hui, il faut faire du business et pas faire du social. Donc, si on continue à faire du social, ça ne marchera pas. Il y a réellement un défaut de gestion. Une entreprise qui enregistre, qui fonctionne en fait pour payer ses salariés, qui en fait ne crée pas de valeur ajoutée in fine, puisque le peu d'argent qui est gagné ne sert à payer les salariés. Il est censé y avoir un contrôle. Il y a plusieurs instances qui sont censées contrôler qu'une entreprise n'arrive pas à ce niveau-là. La fin d'une entreprise n'est pas de payer ses salaires. Voilà, oui. Si une entreprise se contente uniquement de payer ses salaires et dire que tout va bien, tout ça marche, ça ne marchera jamais. Donc elle tendra à consommer et sa valeur ajoutée et son chiffre d'affaires, et automatiquement elle va couler, elle va complètement... Le capital. On va toucher au capital, 75% du capital, automatiquement elle est sous la loi de la faillite. Mais maintenant il faut reprendre, il faut penser à autre chose, il faut avoir... des benchmarks, des objectifs, il faut passer à autre chose. Et il faut prendre aussi des décisions courageuses aussi, impopulaires aussi. Oui, il y a des décisions, il faudrait les prendre. Et, on est là pour la survie d'entreprise, pour la création, on parle de création de richesse, création d'un fonds de roulement. Le fonds de roulement, il ne se donne pas, il se crée. On passe à autre chose. Oui. C'est vrai, avec tous les problèmes qu'on a eu durant l'année 2020, je ne vais pas les citer, énormément. Sur l'export, on dépasse déjà 2019. Nous avons dépassé déjà la réalisation de 2019 et nous comptons réaliser un chiffre plus important pour l'année 2020. Je vais le lancer quand même.
nous prévoyons déjà passer à 5 millions de dollars d'export pour l'année prochaine. D'exportation de? Oui, d'exportation de tous nos produits. Nous avons une panoplie de produits. Nous sommes déjà sur l'export. Nous avons déjà une opération qui va s'effectuer dimanche et lundi prochain. Et on continue, d'accord. Il y a des contacts. Il faut aussi dire que vous allez également continuer à dégraisser, c'est-à-dire à vous défaire de vos salariés, car la masse salariale est encore critique. Oui, la masse salariale est très très critique. Le nombre est très important, donc il y a encore, nous comptons descendre à un niveau encore plus bas que celui d'aujourd'hui. Il y a une réorganisation que nous avons réalisée, que nous avons faite au niveau de l'entreprise. Il y a une réorganisation, il y a une évaluation des compétences qui a été effective. Donc on connaît aujourd'hui tout le capital humain que nous avons, l'expérience, le savoir. Donc le réorganiser en quelque sorte. Donc il y a eu un changement également, donc il y a de nouveaux directeurs qui sont installés et on commence à avoir le fruit de tout ce travail. Mais ça continue, on continuera sur 2020 et nous comptons sortir de cette crise et oublier le 2019 et le 2020. C'est tout le mal qu'on vous espère. Monsieur Kahoul disait tout à l'heure que l'ENIEM pouvait fonctionner à 50% de ses capacités de ressources humaines. Permettez-moi, permettez-moi de donner une opinion un peu différente de M. Kahoul concernant toutes les entreprises. Nous sommes dans le même état. Non. Nous avons une entreprise, je cite l'exemple de Sonaric, qui bénéficie depuis 4 ans et qui fait de l'électroménager parce qu'elle est dimensionnée autrement. C'est pas toutes nos entreprises qui sont dans cette situation, parce que vous avez cité, vous avez fait le reportage de l'ENIEM, c'est pour ça qu'on a engagé la discussion sur l'ENIEM. Oui. Nous avons des entreprises très performantes, autrement on n'existerait pas aujourd'hui. Permettez-nous de douter. Hein, parce que, non, franchement, on a 26 entreprises. Ce n'est pas toutes les 26 entreprises qui sont dans l'état de l'ENIEM et de l'ENI. Oui. Mais comme l'ENIEM représente 50% de notre portefeuille, elle a un poids très important. Et puis, c'est vrai que c'est social au départ. L'ENIEM, c'est 1700 agents et l'ENI, c'est 1200 agents. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais nous sommes en train de nous organiser parce qu'il y a un problème d'organisation et de management. Nous sommes en train de créer des pôles d'excellence. Et si je prends par exemple l'exemple, et on a présenté un dossier en CIM, et on attend uniquement la réunion du CPE pour concrétiser cette nouvelle stratégie qu'on a mise en place. Par exemple, autour de l'ENI, nous avons créé ce qu'on appelle un pôle d'excellence, où c'est le noyau, c'est l'ENI, avec toutes les unités, les business units qui sont autour, y compris même des privés s'ils veulent nous intégrer pour créer ce qu'on appelle une synergie et une mutualisation des moyens humains et matériels. Et on a fait même des business plans. Je vous assure que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on dit que 50% du portefeuille de la holding, c'est l'ENI et l'ENIEM, et qu'il n'y a qu'une masse salariale critique, est-ce que vous envisagez, non pas de mettre les gens au chômage, mais plutôt de les réorienter vers d'autres entreprises de la holding? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement de ces travailleurs? Vous avez écouté tout à l'heure ce qu'a dit le PDG de l'ENIEM. On est en train de chercher des partenaires parce que quand même c'est 42 hectares. Et il y a des possibilités encore d'extension et d'utiliser le personnel. Il faut créer de nouvelles activités. C'est possible. Et on est en négociation avec les étrangers pour ça. Donc nous, la stratégie de licencier et de dégraisser n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est de créer de la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de savoir dans ces entreprises-là. Elle est extraordinaire. Et vous pensez que le marché a un potentiel? Vous pensez que aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise? On le sait, le pouvoir d'achat est en train de diminuer, de s'éroder de jour en jour. Est-ce que vous vous projetez dans le marché de demain? Justement, le Covid, quelle leçon tirer du Covid? Ce qu'on doit compter sur nous-mêmes. Donc on doit développer des activités. Maintenant, écoutez, tous les pays les plus, comment on appelle ça, les plus puissants, sont en train de relocaliser chez eux. Vous imaginez, on a la chance d'avoir ces outils-là. Au contraire, il faut les promouvoir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. On a créé 4 sociétés depuis 3 ans. Nouvelles sociétés, et on est en train de prendre du personnel. Dans quel secteur? Dans le secteur de l'électrotechnique. Par exemple, la plus grande usine de fabrication des transformateurs haute tension, elle est en Algérie. Et c'est l'une des premières en Afrique. Et elle est en cours de réalisation. Nous avons créé une société aussi à Belabès, dans le même site de l'ENI,
pour tout ce qui est photovoltaïque, tableau. ENR, donc. Oui, tout ça. Donc, on est en train de créer. Il faut créer, il faut ramener de nouvelles activités. Je pense qu'on a compris l'idée. Voilà. Comment voyez-vous comment analysez-vous cette approche, hein, celle qui consiste à non pas mettre les gens au chômage technique, mais plutôt à les créer encore d'autres activités, quand on sait qu'il y a déjà plusieurs tableaux avec les banques qui en ce moment ne répondent pas au téléphone. Oui, ils ne répondent pas au téléphone, mais je termine juste la phrase de tout à l'heure. Une entreprise en difficulté, quand elle sollicite l'État, elle fait un plan de relance. Hein? Elle fait un plan de relance. Et elle va arrêter un chiffre à la fin. Elle va solliciter l'État. Vous savez, et ça a été toujours fait comme ça. Avec des objectifs, hein. Elle dit Oui, voilà, oui, bien si on nous donne l'argent, oui, nous allons oui, atteindre tel et tel objectif. Mais vous savez ce qu'il fait l'État? Comme il a beaucoup d'entreprises qui sont dans la même situation et qui font un plan et qui sollicitent l'État, eh bien, l'État ne donnera jamais le montant correspondant à leur demande. Il fera quoi? Et donc, il donnera moins. Il donnera moins à chacun, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu excusez-moi, c'est de la distribution de la charité, alors que ça ne correspond pas au plan qu'ils ont établi, avec des objectifs et tout. Et si on ramène moins de ressources, ben le plan ne sera jamais atteint. Et les objectifs et on va faire du surplace en réalité. Ou on va faire une bouée de sauvetage, mais une bouée de sauvetage momentanée, parce que à la fin, elle va finir aussi crevée. Voilà la situation. Voilà comment ça s'est passé pendant jusque maintenant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'État, il va lui revenir en aide, il va faire ça. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a tas d'entreprises qui sont dans la même situation. Oui. Les programmes d'assainissement financier et organique, hein, aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, elles ont permis d'améliorer les performances des entreprises, par exemple de votre holding, par exemple, par le passé? Est-ce qu'il y a eu une expérience qui a donné, hein? Oui, il y a une expérience qui a donné. Je prends l'exemple du plan de développement qu'on a mis en œuvre au niveau de l'ENI. Et je vous dis, on a créé ce qu'on appelle un plan, il va être créé très prochainement. Tous les ingrédients sont là pour la mise en place de ce plan d'excellence. Qu'est-ce qui manque? Rien, pratiquement, il nous reste uniquement la fabrication de circuits imprimés dont nous avons comment on appelle ça, les ressources financières. Il suffit de les réaffecter. Parce qu'on nous a donné 6 milliards. 6 milliards, c'est beaucoup pour faire des circuits imprimés. Donc, on n'a besoin que de 3. Et les 3 autres, on devrait les utiliser pour le photovoltaïque et pour peut-être comme fond de roulement pour pouvoir fonctionner. Avec ça, on aura ce qu'on appelle un système totalement intégré. Nous avons le plus grand centre d'intégration électronique au niveau de Belabès. Et aujourd'hui, le besoin, il est là. La nation a besoin de ça. Le pays a besoin de ça. Elle a besoin de production locale. Ça on l'a compris. Étant donné que les importations vont diminuer graduellement et qu'il y a un appel vers vers un produit qui est donc une production locale, comme vous disiez, M. Kinan. Aujourd'hui, sortant un petit peu de votre holding et aussi de Tonic Industries, l'État, au vu des équilibres macroéconomiques, est très mal. Hein. On peut arriver facilement finalement aux limites du financement de ces EPO lorsqu'on sait que les réserves de change à fin 2021 devraient être à 47 milliards de dollars et que l'objectif d'importation va être ramené encore à la baisse, à savoir 28 milliards de dollars. C'est-à-dire que fin 2021, l'Algérie a pour objectif d'importer, c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on a pu importer pendant les années précédentes. Est-ce que ça peut être un élément qui fait peur à l'entreprise qui est tributaire d'importation? Enfin, pour certaines entreprises, oui. Je pense que celui qui veut importer n'a qu'à exporter et ramener la contre-valeur. Il n'y a pas une autre solution. Mais lorsqu'il y a un marché local, toutes les entreprises ne sont pas vouées destinées à exporter. Hein. Pareil, le marché local y est, la demande y est au marché au niveau national et la commande internationale également y est. Donc il faudrait s'implanter, il faudrait avoir des marchés à l'extérieur, revoir sa production, la doubler s'il le faut, la tripler et passer à l'export. On ne peut pas compter uniquement sur le local et
et importer toute sa matière première de l'extérieur. D'accord. Monsieur Kahoul, est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les entreprises vont s'en sortir? Non. Publiques, hein, c'est-à-dire en disant on a nos lignes de crédit d'importation à condition de pouvoir exporter. Est-ce qu'elles peuvent toutes le faire? Non, elles ne peuvent pas toutes le faire. En plus, moi, sincèrement, si on veut des solutions, il faut changer de paradigme. Il faut que l'État change de paradigme et de vision de la politique économique. Il faut qu'il sorte de l'environnement économique pour se concentrer sur son rôle d'État. On voit que jusqu'à présent, on reproduit les mêmes schémas à chaque crise. On reproduit les mêmes schémas. Et dans 10 ans, ça va soulager quelque temps, ça va soulager la situation, mais dans 10 ans, on va replonger dans la même situation. On va retrouver toutes ces entreprises publiques dans une situation financière. Du colmatage. Oui. Que pensez-vous du gouvernement qui, par la voix du ministre de l'Industrie, disait vouloir insuffler une nouvelle dynamique à ces groupes, donc groupes publics, à travers le recours à l'épargne publique et privée? À quoi peut-on s'attendre à travers cette déclaration? Le ministre s'est arrêté à cela. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que veut faire l'État réellement de ces entreprises publiques. C'est la question que vous avez adressée, M. Kahoul. Oui. Je sens que vous voulez la passer à votre... Non, mais c'est à vous qu'elle est adressée. L'épargne publique ou l'épargne privée, je ne pense pas, dans la situation actuelle, que s'il y a des obligations, par exemple, j'ai bien compris ça, est-ce qu'il parle d'obligations? Oui, c'est-à-dire une levée de fonds, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration ne soient pas là uniquement pour le jeton, qu'ils puissent être réellement des personnes actionnaires impliquées dans le résultat de l'entreprise. Dans l'état actuel des choses, lancer des obligations, je ne pense pas que ça va rapporter beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai lu quelque part ce matin que même l'État pense au refinancement local. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il va lancer des obligations. Je ne comprends pas autre chose. Ça veut dire qu'on parle des obligations. Je ne pense pas que la situation actuelle va ramener le citoyen, en quelque sorte, à acheter des obligations en masse. Sincèrement. Votre point de vue, M. Kinan, par rapport à ça? D'abord, je reviens à la question tout à l'heure. Quel est le but final? C'est quoi? C'est d'éviter le transfert. Le maximum. Mais la meilleure façon d'éviter le transfert, c'est de faire de l'intégration nationale. C'est augmenter le taux d'intégration nationale. Et ça, on est capable de le faire. Parce qu'on l'a déjà fait par le passé, on est capable d'aller au-delà. Mais il faut investir. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, pour ce qui est électronique et tout ce qui est digitalisation, nous avons déjà investi. Nous avons déjà investi, et heureusement d'ailleurs qu'on investit. Mais de manière générale, monsieur Kinan, pour ce qui est de ces entreprises publiques, ces groupes publics qui ont besoin d'argent, si demain l'État a du mal à répondre à leur plan de relance, à leur doléance, est-ce que vous pensez qu'une levée de fonds, est-ce que vous pensez que le recours à l'épargne peut être une solution lorsqu'on parle d'ouvrir le capital de ces entreprises? Ouvrir le capital, non, il faut peut-être d'abord réorganiser ces entreprises. En business unit, il faut les organiser, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on crée des pôles et autour des pôles, on mutualise les moyens. La façon de mutualiser les moyens des entreprises autour de l'ENI, par exemple, j'ai pris un exemple édifiant qu'on va le mettre en place. Ça permet de mutualiser et de limiter, comment on appelle ça, et de même répartir même le personnel et tout, parce qu'il y a un capital humain qui est formé. L'ENI, c'est un capital, vous ne pouvez pas vous imaginer la formation de l'ENI. Et ils sont capables de faire beaucoup de belles choses. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre ce capital et fermer des entreprises ou ouvrir le capital. Non, on peut s'organiser d'abord dans un premier stade. Vous pensez qu'ouvrir le capital peut être un danger pour ces entreprises? Non, ce n'est pas un danger. Pour le moment, il n'y a pas nécessité. La nécessité aujourd'hui, c'est de réorganiser ces entreprises autour d'un pôle d'excellence. Mais le privé peut venir en tant que périphérique. Il peut participer à l'évolution de l'électronique. Il y aura une base électronique où tout le monde a besoin, y compris les startups. Oui, et qui crée donc un tissu de sous-traitants. Absolument. Privé également. On a les capacités, on a les moyens technologiques de le faire. On a investi pour ça. Votre point de vue, M. Zahar, par rapport à l'ouverture du capital et au modèle, à comment le pouvoir... Moi, je pense qu'une compétence algérienne, nationale, qu'elle soit publique ou chez le privé ou à son compte ou ailleurs, il est en Algérie, donc il est là, il est dans l'Algérie, il est dans sa patrie. Donc ça ne pose aucun problème. Donc qu'il soit formé chez lui, qu'il travaille après, il travaille chez moi, il est toujours ici.
Donc ça ne pose aucun problème. La compétence, elle est là, son travail, elle est là. Et il participe à l'évolution de cette économie, de notre économie à tous. Maintenant, comment voir cette entreprise, qu'elle reprenne le dessus, sortir de toutes ces crises, que chacun travaille sur son territoire et qu'ils utilisent les outils de management. D'accord, il y a beaucoup d'outils de management, il y a énormément d'écoles. Il faut choisir le meilleur et le prendre comme benchmark et se lancer. Il y a beaucoup de théories sur ce domaine. Je pense, monsieur Kahoul, donc vous allez parler des Américains. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose sur ça. Les meilleurs en économie, dans le business, c'est les Américains. Je pense qu'il faudrait les prendre comme modèle et se lancer. Il faut voir grand et faire vite. Oui. Ça, Jusque maintenant, il y a eu des tentatives d'ouverture de capital. On a parlé de partenariat public-privé à un moment donné. On a parlé d'ouvrir le capital des entreprises publiques, mais ça a toujours bloqué jusque maintenant. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et qu'est-ce qui pourrait faire que cela fonctionne aujourd'hui? On le saura pas, pardon, excusez-moi, parce qu'il y a eu des tentatives même. Le NIEM était sur la lancée il y a 4 ans. Pour la bourse? Oui, pour aller vers la bourse. En 2013, il était question en 2013 mais à un moment donné, l'État, il a bloqué, mais l'État n'a jamais communiqué. De toute façon, il n'a jamais dit j'ai bloqué, mais il a bloqué. En tout cas, il a dit Voilà. Finalement, on ne va pas le faire. Ça c'est vrai. Pour une fois, il a dit non, en fait, on s'est trompé. C'est bien ça. Et d'ailleurs, même la bourse avait dit de toute façon, c'est tant mieux que les entreprises publiques ne rentrent pas en bourse. Elles vont créer un effet d'éviction. C'est ce qu'ils avaient dit. Si vous permettez ma vision des choses. On parle de relance. Moi, je préfère parler de lancement de l'économie. Mais quand on regarde les 244 entreprises publiques, certaines d'entre elles constituent un goulot d'étranglement à la relance. C'est-à-dire que, moi personnellement, je suis convaincu que l'État doit sortir de l'économie. Certain. Donc, pour sortir de l'économie, il faut qu'il ouvre le capital de l'ensemble de ces entreprises. Je ne vais pas me mêler des entreprises stratégiques, mais on va parler des entreprises économiques. Voilà. Donc, il doit ouvrir leur capital. Mais comment ouvrir leur capital? Je sais qu'on a déjà parlé de 20%. Non, 20%, c'est de l'aventure, un privé qui va venir quand l'État détient les 80%. Il faut ouvrir le capital de telle sorte à ce que l'État sera exclu, ou s'exclut plutôt, pour être gentil, s'exclut de la décision managériale. Oui. Et c'est la seule solution pour qu'on évite de revoir ce genre de situation. Alors, il peut être actionnaire majoritaire, mais ne rien décider. Non. C'est utopique. Non, j'ai jamais dit. J'ai dit qu'il faut qu'il soit minoritaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir d'influencer la décision managériale. Moi, mais à qui céder toutes ces actions? C'est bien ça la problématique. À qui céder? À qui céder? Toutes ces actions. Quand si vous l'État regardez devait être minoritaire. la réglementation de la bourse, regardez, on parle diaspora. Mais en réalité, ce que les gens doivent savoir, c'est que la diaspora ne peut pas acheter des actions en bourse parce que la réglementation actuelle, il faut qu'il soit résident. Vous avez parlé de partenariat public-privé. Moi, je préfère que le partenariat aille se faire dans la transparence. Il ne faut plus qu'on privatise des entreprises dans la nébuleuse. Ils l'ont fait déjà. Ils l'ont fait dans les années 90 et ils l'ont fait début des années 2000. On a privatisé dans la nébuleuse. Non. On a on a un moyen de privatiser dans la transparence et l'État, ce qu'il doit faire... Et l'unique moyen serait la bourse, c'est bien ça? L'appel d'offres, c'est pas transparent. Faire un avis d'appel d'offres, c'est pas transparent. Même, vous allez me dire, la procédure, c'est pas transparent. Dès qu'il y a une commission, c'est pas transparent. Oui. Donc, moi, ce que je disais, mais l'État, il doit commencer par privatiser les entreprises qui constituent aujourd'hui un goulot d'étranglement à l'économie. Un exemple? C'est-à-dire, regardez... Un exemple de ces entreprises qui sont Non, aujourd'hui... je vais vous donner la théorie économique. La théorie économique, le capital peut être un goulot.
les moyens de communication peuvent être un goulot et le comportement de l'État, on aime bien parler de bureaucratie, est un goulot. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord par ouvrir le capital des établissements financiers. Moi, personnellement, parce que souvent on a parlé du CPA, mais je dirais la BDL aussi. Pourquoi la BDL? Parce qu'elle couvre le territoire national, la BDL, à travers ses agences et tout, elle couvre assez bien le territoire national, d'autant plus qu'au départ, elle a été créée pour le développement local. Elle dit d'une part, Algérie Télécom, on parle de start-up, on parle de TIC, on parle de trucs. Mais malheureusement, jamais on ne pourra développer ça tant que cette entreprise, elle est gérée dans une lourdeur bureaucratique, un pléthore de personnel. Attention, en plus, elle a besoin d'un financement énorme pour pouvoir se développer. Est-ce que l'État, il peut lui donner l'argent? Non, l'État ne peut pas, parce qu'il y en a d'autres. Et donc, à mon avis, je termine juste sur la bureaucratie, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Voilà. Regardez, on parle de la bureaucratie. Et souvent, on s'est vite focalisé sur le nombre de documents demandés. Non, ce n'est pas ça le danger. Le danger de la bureaucratie, ce n'est pas le nombre de documents demandés, même s'il faut revoir pour certaines procédures et tout. Le danger, c'est les procédures. Elles ne sont pas transparentes. Il faut qu'on arrive à mettre en place des procédures. Elles sont variables souvent, elles peuvent changer, varier transparentes. d'une personne à une autre. Quand je dis transparentes, il faut qu'elles soient lisibles, comprises par tout le monde et communiquées à tout le monde. Je m'explique. Enlever les commissions. Pourquoi les commissions? Les commissions sont nébuleuses. Il faut qu'on passe à la responsabilité individuelle. Ça veut dire qu'on définit un processus pour le traitement d'un dossier. On définit les postes par lesquels il doit passer. Les personnes sont désignées, connues. Oui. Et ça devient la responsabilité individuelle dans un processus clair. Est-ce qu'on peut considérer que vous suggérez quelque part qu'une autre structure finalement que le ministère prenne la responsabilité demain d'ouvrir le capital des entreprises publiques? C'est bien ça, hein? Il faudrait que ce soit un organisme différent, que la privatisation ou que l'ouverture du capital se fasse sous un nouveau paradigme. Non, l'ouverture du capital, elle peut se faire si on passe par la bourse. Elle peut se faire par le COSOP et puis la procédure classique pour être acceptée en bourse. Parce que regardez, j'ouvre une parenthèse. Les entreprises actuellement en difficulté demandent à l'État de donner de l'argent. On est d'accord. Moi, je suis certain que dans quelques années, ils vont encore demander de l'argent à l'État parce qu'ils n'en ont plus. Oui. Le mieux pour l'État, c'est de les assainir avec l'argent une dernière fois. Et il va les mettre en bourse. Oui. Votre point de vue, M. Kinan? Il nous reste environ, me dit-on, 6 minutes. Mon point de vue, il est un peu différent. Moi, je vous dis une chose. Moi, il s'agit maintenant d'une Algérie nouvelle. Il faut relancer l'économie. Nous avons une base... Est-ce que ce n'est pas une forme de relance? Non, c'est pas parce que ça a été essayé. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est l'Algérie nouvelle dont je parle. Oui. Si je change, si je parle de changer de procédure, changer d'approche économique, si je dis que l'État doit quitter la scène économique, je crois que c'est la meilleure approche qui va nous sortir de l'impasse. Moi, je crois que nous avons une base industrielle qui permet aujourd'hui de relancer l'économie. Nous avons une population jeune. Il y a, dans le domaine, du moins que je gère, c'est un domaine très pointu. L'accumulation de l'expérience dans le domaine de l'électronique et de tout ce qui est digitalisation, elle est là. Nous sommes en train de servir le pays. Et il y a un besoin sur le marché. Il y a un besoin, je vous donne beaucoup d'exemples. On a fait des prouesses, même pour l'exportation, on nous sollicite. Mais M. Kinan, est-ce qu'on peut envisager que l'entreprise publique puisse être gérée avec des méthodes managériales de privé, c'est-à-dire avec un mode de management qui soit celui d'une entreprise privée? Est-ce que vous pensez que c'est un mix qui peut se faire, parce que ce sera plus efficace? Pour moi, oui. Je vais vous dire tout de suite, pour moi, oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des organes sociaux, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Seulement, nous gérons les capitaux publics. Et là, la réglementation, elle est différente. Il y a ce qu'on appelle la pénalisation de l'acte de gestion, qu'on est en train de... C'est pas comme un privé.
C'est la seule différence. Et c'est pas rien du tout, hein. C'est pas rien du tout, mais c'est pas la même. Nous sommes en train de gérer de manière autonome en matière de gestion. Mais ce que je peux vous dire, et je le répète, nous pouvons relancer l'économie parce que nous l'avons fait et nous sommes en train de produire. Des choses qu'on doit importer, nous sommes en train de le faire localement, avec les moyens des investissements qu'on a déjà effectués. Nous ne pouvons pas quand même faire... Parce que la privatisation, là, ici, les années 2005, 2008, 2000, quel est le résultat? Faisons l'état des lieux. Il y a des étrangers qui sont là, ils sont partenaires avec nous. Hey, on fait l'état des lieux. Vous allez voir que ce n'est pas du tout fameux. On ne va pas répéter ça. Mais ça peut se faire autrement. Vous êtes d'accord? Le dernier mot, pratiquement, est pour vous. On parlait d'outils managérial. Écoutez, c'est-à-dire parler d'entreprise publique, d'entreprise privée, moi je ne vois pas de différence. C'est une entreprise, elle doit créer une richesse, ça c'est un business. Maintenant, moi je prends toujours les exemples, les meilleurs exemples. Je parle toujours en US. Les entreprises en US, elles sont toutes privées, d'accord. Elles sont toutes privées et toutes les entreprises ont des procédures. Voilà. Alors, je ne vois pas comment éliminer nos procédures. Donc, nous devons travailler sur des procédures. Certaines entreprises privées en Algérie ont réussi par rapport à... Ils ont un système de procédures, un système managérial qui est copié d'ailleurs. L'entreprise publique également peut le faire. Oui. D'accord. Il y a certaines choses. Sauf qu'aux États-Unis, il n'y a pas le problème de la rente et la nécessité que l'État a de donner de l'emploi, même quand il n'y a pas un besoin. Le taux de chômage, il est suivi aux États-Unis, donc l'État le suit de très près. Enfin, ça ne regarde pas ça. Ce qui me regarde, c'est qu'ils réussissent, ils ont le meilleur business dans le monde, donc on doit les prendre comme exemple aujourd'hui. Oui. Là, toutes ces entreprises ont des procédures. Alors, faisons la même chose. Si nos procédures ne fonctionnent pas, si certaines procédures ne fonctionnent pas, ben, on pourrait les revoir. On doit les revoir. Pas on pourrait, mais on doit les revoir et se relancer. On ne peut pas rester comme ça, à pleurer, à dire que c'est la faute à la procédure, c'est la faute à lui. Ça ne marchera pas. Oui. D'accord. Il faudrait se relancer, revoir certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'entreprise elle-même. D'accord. Et sans être en infraction avec la loi en vigueur, avec toutes les lois en vigueur. On peut s'adapter à ces lois-là et rester compétitif et faciliter les procédures de travail, faciliter cet outil managérial et reprendre le dessus et être très 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 performant. Un dernier mot, M. Kahoul, la qualité du manager, elle est importante. Hein. Quel que soit le devenir de ces entreprises, on ne sait pas demain que va décider l'État. Non, c'est certes, même la privatisation. Enfin, la privatisation, moi je préfère dire l'ouverture du capital à moins de 70%. Parce que finalement, privatisation, c'est vraiment un fantôme dans le placard. Hein. Ce que vous disiez, on a gardé un très mauvais souvenir. Et même, je pense, les Algériens perçoivent ce mot. Oui, c'est pour cela que j'ai dit il faut le faire dans la transparence. Ça, j'en suis conscient. Oui. Je dis il faut ouvrir le capital dans la transparence, changer la loi, la réglementation de la bourse pour que les compatriotes qui vivent à l'étranger puissent intervenir et pour que les entreprises étrangères, au lieu qu'on signe des partenariats comme ça, j'allais dire, personne ne sait comment ce partenariat a été signé, eh ben, elle n'a qu'à devenir actionnaire et elle passe par la bourse pour devenir actionnaire. Et on retiendra que pour vous, le contexte de l'épargne, de lever en tout cas des actions pour l'épargne publique, ce n'est pas le moment, en tout cas, le moment n'est pas propice pour cela. Le dernier mot est à vous, Monsieur Kinan. Merci beaucoup. Le dernier mot, nous souhaitons uniquement l'accompagnement par les banques. Les procédures dont parlent mes collègues, c'est les procédures des banques. C'est très lourd. Vraiment, c'est très lourd. Et je vous donne un exemple. D'ailleurs, disait M. Kahoul, il faut qu'elle soit privatisée. Enfin, il faut qu'elle soit... il faut privatiser deux banques. J'ai dit les goulots d'étranglement, c'est là-bas. Il faut le privatiser. Les banques doivent... Je crois qu'il est d'accord avec vous, finalement. Non, moi, je ne suis pas d'accord dans la relance. La relance passe par le tissu industriel existant. Oui. Et je vous dis, il y a des possibilités... Et c'est possible parce que nous avons un capital, un capital humain. Mais pour les banques... Les banques, il faut que ça s'applique un petit peu, parce que c'est très rigide et c'est très lent. Regardez, on a une opération d'exportation. J'ai des étrangers qui nous ont sollicité pour fabriquer un équipement. Depuis le 24 juin qu'on a déposé le dossier, c'est en octobre qu'on a... Et on espère aussi que la dépénalisation touche aussi l'activité du secteur financier. C'est tout, il faut libérer les initiatives. Voilà. En Algérie, il faut libérer les initiatives. Oui. Voilà, s'il vous plaît, pour la dépénalisation, je peux dire un mot. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Je dis un mot. J'ai posé la question à un docteur en droit. Il m'a dit que
cette histoire de dépénalisation, il faut d'abord définir l'acte de gestion. Et donc, c'est l'appréciation des magistrats. Et ce sera l'objet sûrement d'une autre émission. C'est la fin du temps qui nous est imparti. Merci, messieurs, d'avoir fait ce débat avec nous. Je rappelle que j'avais avec nous monsieur Djilali Kinan, président directeur général de la holding Elek El Jazair, monsieur Omar Zahal, directeur général de Tonic Industries, et le plaisir également d'avoir monsieur Mohamed Saïd Kahoul, consultant en management. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Pour ceux qui sont venus, nous ont pris en cours de route, vous pouvez revoir le replay sur la page officielle Facebook de la chaîne et YouTube aussi. Très bonne soirée à tous. On se reverra pas mercredi prochain, mercredi d'après, Inch'Allah. Très bonne soirée à tous.